Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une semaine complète, dites donc. J'ai dit, il faut absolument me caser un jour férié dans cette semaine de mai, là, ça va pas du tout. Donc une semaine complète pendant laquelle on va évidemment largement débattre. Alors, pas tous les jours, on se fera mercredi, on se fera un spécial immobilier, logement, construction, tout ça. Voilà. Et sinon, effectivement, on va débattre. Tendance macro aujourd'hui, un peu plus micro demain, et puis une sorte de round-up jeudi. Voilà, on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart, effectivement, macro, et notamment autour du G7 qui s'est tenu ce week-end, enfin début de week-end, au Japon. C'est parti. Et donc autour de la table, Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance, Philippe Wechter. Bonjour, salut Philippe, Ostrom, Asset Management. Et Flavien Neuvy, salut Flavien, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Oui, le G7, et en prononçant cette phrase, car contrairement à d'autres, j'arrive à faire deux choses à la fois, je réfléchissais, il y a combien de temps que je n'avais pas été intéressé par les conclusions d'un G7 ? Ça fait peut-être un bon moment. Et là, Wilfried, alors en fait, j'en sais rien justement. J'ai envie de vous, j'ai envie de vos analyses, parce que je lisais quand même globalement. Moi, j'avais l'impression, c'est le titre que j'ai mis d'ailleurs, G7 contre la Chine. Je lis des analyses ce matin qui sont moins radicales, qui disent que la France a pesé. Je vous lirai une phrase d'Emmanuel Macron, le gars est quand même surréaliste. Oui, a atténué un peu les choses. Je reprends G7 contre la Chine, là. Quand on lit entre les lignes, enfin, c'est clairement, en tout cas pas contre la Chine, mais en tout cas c'est clairement les dépendances chinoises qui sont en ligne de mire, oui, très clairement. Très clairement. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce G7 justement, c'est que c'est l'intégration en pays périphériques au G7 des grands émergents. On a vu l'Inde, on a vu l'Indonésie, on a vu le Brésil, ce qui est quand même assez radicalement nouveau pour des problématiques qui sont des problématiques, on va dire, géoéconomiques. Ouais. Et en fait, ce qu'on voit véritablement, c'est la nécessité de repenser un espèce de monde, non pas entre la Chine et les États-Unis. Il y a une phrase qui m'a beaucoup... Alors, je crois qu'elle a été prononcée par personne, mais c'est l'histoire de l'OTAN économique. Oui, alors donc là, on repart, on redémarre dans les années 60-70, quoi. Alors simplement, c'est plus en fait, à coup de bombe nucléaire, mais c'est à coup de mesures de rétorsion économique. C'est l'intégration des problématiques économiques dans des problématiques stratégiques. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'économie devient de plus en plus une arme, et que l'arme, quand on interprète ce qui peut se passer, par exemple autour du dossier de Taïwan, on voit très bien que la première étape probable, en tout cas désigné comme tel par la plupart des stratèges, c'est un blocus économique de Taïwan par la Chine. Donc l'utilisation d'armes purement économiques au sens dépendance économique pour atteindre un but stratégique. Et donc l'objectif désormais du G7, c'est de dire comment je réintègre ces problématiques-là alors que j'ai laissé se déployer des dépendances économiques, alimentaires, sanitaires. Oui, mais ça veut dire Wilfried, que le G7 redevient le camp occidental, pour pas dire américain, point à la ligne, et s'associe à son affrontement plus ou moins larvé face à la Chine. Ça veut dire que le G7 veut devenir un espèce de multipôle, en disant il y a un pôle militaire par l'OTAN, et puis il y a un pôle en fait économique, où j'essaie d'associer, avec un succès qu'on va qualifier de limité, mais où j'essaie d'associer les grands émergents pour dire je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul à faire face à un bloc russo-chinois. Philippe ? Tu disais non, c'est-à-dire, enfin, je comprends Wilfried nous dit ce qu'ils disent, en fait, ils n'en pensent pas moins. C'est-à-dire que oui, c'est un camp occidental qui... je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est un message finalement plutôt sympathique avec la Chine, puisque dans le long communiqué, la Chine arrive au point 51. Ce qui est loin dans le... Elle ne l'a pas pris comme ça, la Chine. Mais c'est loin dans le déroulé. Elle n'a pas régi comme ça. Non. Vif mécontentement, ce qui est élevé dans l'échelle des... Le deuxième point est que rien n'a été altéré. C'est-à-dire que toute la problématique sur les semi-conducteurs
la politique américaine vis-à-vis de la Chine sur les semi-conducteurs n'est en aucun cas modifiée. Non. Et c'est effectivement un renouveau d'une opposition Est-Ouest, alors qui n'a pas la nature C'est de celle Grand Est, on va dire. Voilà, Grand Est, Ouest, oui, absolument. qui n'a pas la nature de celle de l'opposition qu'il y avait avec l'URSS dans les années 60, parce qu'il n'y avait pas d'échange économique avec l'URSS, mais on est sur quelque chose qui y ressemble. La seule différence, c'est qu'il y a effectivement des imbrications économiques beaucoup plus profondes. Quand on regarde l'Europe, quand on regarde les États-Unis, les importations en provenance de Chine sont absolument considérables. Et toute la difficulté est là. Elle ne baisse pas. Et donc, toute la difficulté, c'est comment faire pour que la Chine ne soit pas plus compétitive sur un certain nombre de technologies. Donc, on leur supprime l'accès aux semi-conducteurs de dernière génération. Mais il ne faudrait surtout pas que la Chine prenne cette position un peu de monopole sur l'assemblage d'un certain nombre de produits dont on a besoin pour nous contraindre. Et c'est ça le... Et ce que je te donne la parole, Flavien, dans un instant, mais ce que tu veux dire, Wilfried aussi, ce qui est très important, c'est que c'est un affrontement Est-Ouest. Le but de Washington, c'est de refuser, ou en tout cas d'essayer de repousser, cette fameuse notion de Sud global que les Chinois essayent d'imposer. Flavien, là-dessus ? Exactement. Oui, ils ont cette préoccupation parce qu'évidemment la Russie, parce qu'il faut aussi contextualiser avec la guerre en Ukraine, tout ça est éminemment lié, c'est-à-dire que le retour de la géopolitique dans les affaires économiques du monde est fracassant depuis le retour de la guerre en Europe. Et sur la guerre en Ukraine, on en reparlera après, mais le voyage de Zelensky à la Ligue arabe nous ramène sur Terre quand même sur l'importance de cette guerre pour... on va dire 75 à 80% du monde qui nous entoure. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la Russie voulait montrer aussi, elle cherche à montrer avec l'appui de la Chine que le monde n'est pas unipolaire, qu'il est multipolaire et que les pays du Sud, pour le dire simplement, ne sont pas alignés sur les positions ni de l'OTAN, ni du G7. Donc, dans ce monde multipolaire, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai à la suite de ce G7, c'est qu'on a quand même un retour assez fort de la volonté de moins dépendre des autres et en particulier de pays qu'on juge pas forcément très amis. Et que les mesures de rétorsion se succèdent aux mesures de rétorsion. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Chine a annoncé l'interdiction aux entreprises chinoises. Alors, on ne sait pas si les entreprises étrangères implantées en Chine seront concernées par cette interdiction, mais d'acheter des semi-conducteurs, l'entreprise Micron, qui fait quand même 10% de son chiffre d'affaires en Chine, c'est quand même pas tout à fait neutre. Et donc, on voit bien qu'on est dans cette situation de crispation générale. Et qu'au final, effectivement, la volonté des États-Unis, mais plus généralement, on va dire des pays européens également, c'est de ne pas se laisser enfermer dans cette vision du monde, les pays riches contre le reste du monde. Et on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que pour les économistes, mais je ne vais pas parler de tous les économistes, mais en tout cas, l'aléa géopolitique est redevenu très présent. Et quand on fait des prévisions, quand on essaye de faire des prévisions, macro ou autres, ça devient très très compliqué. C'est encore plus compliqué aujourd'hui. J'ai le sentiment que c'est encore plus compliqué aujourd'hui parce que cet aléa politique, il est redevenu très très présent et il a des impacts. Et comme le disait tout à l'heure Philippe Bechter, c'est qu'aujourd'hui, comme on a un monde qui est très très mondialisé, parce qu'on a quand même eu 20 ans de libéralisation des échanges, on a un monde qui est très interconnecté. Aujourd'hui, le moindre grain de sel à un endroit de la Terre qui soit climatique, géopolitique, a des conséquences en chaîne qu'on a quelquefois du mal à évaluer en bout de chaîne. Mais le truc qui est amusant, c'est que quand on regarde, par exemple, y compris sur la partie investissement, les investissements directs occidentaux en Chine continuent de progresser. C'est-à-dire que non seulement les échanges commerciaux progressent, mais les investissements directs continuent de progresser. Ce qui baisse et ce qui s'effondre, sont les investissements dans les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire les investissements en termes de venture capital, donc de private equity, ça effectivement c'est en train de s'effondrer, et les investissements sur les marchés financiers chinois directement par les investisseurs occidentaux. Mais est-ce que ça veut dire, ça, Wilfried, c'est que ceux qui ont une position en Chine veulent la garder, mais c'est normal, ça reste un marché d'1,3 milliard de personnes. Ça veut dire que ceux qui ont une position économique et industrielle de fabrication continuent à dire, de toute façon, la Chine a des avantages. De fabrication et de vente. Et de vente, c'est quand même un marché. Mais également de fabrication. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu raconter à droite à gauche, l'avantage compétitif en termes de coût de la Chine reste encore très important. Oui, c'est même au-delà, en fait. Je l'ai beaucoup raconté ici,
mais c'est quand tu... au-delà, mais- Ça s'appelle, alors c'est les lettres du cœur de l'entreprise, mais ça s'appelle SNOP, c'est-à-dire, on va dire, l'ensemble de ceux qui s'occupent des fragilités du système de production. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc dedans, il y a la logistique, évidemment. Et ils sont très très clairs sur le fait que c'est une chimère que de vouloir se passer de la Chine et que de recomposer des chaînes logistiques. Exactement. Chimère totale, absolue. L'un d'entre eux me prenait l'exemple d'un second, tu sais, cette fameuse idée pour essayer de mieux consommer l'eau, de récupérer les eaux usées pour irriguer les champs, etc. C'est effectivement très intéressant. Mais qui va construire un deuxième réseau d'acheminement de l'eau? C'est totalement impossible. Le défi pour les chaînes logistiques qui se passeraient de la Chine est à peu près comparable. Exactement. Non, mais la difficulté aussi, quand Fabien évoquait les problématiques nord-sud, c'est que c'est plus compliqué que par le passé. On le voit par exemple sur les questions énergétiques. Il y a eu un rapport extrêmement intéressant récemment qui est assez étonnant. Pourquoi, alors qu'on ne veut plus acheter de pétrole russe, le prix du pétrole s'effondre? Parce que le pétrole continue de couler fortement de Russie vers l'Inde, vers la Chine, vers Singapour, et que nous rachetons ce pétrole transformé. Et donc, la question est extrêmement complexe aujourd'hui. On veut se reconstruire en Europe, aux États-Unis. On met en place partout des politiques industrielles pour être sûr de limiter le risque. Mais on voit bien que ça déborde de tous les sens. C'est-à-dire que et c'est la problématique qui me semble la plus préoccupante aujourd'hui, c'est que ça pourrait engendrer des crispations assez marquées, parce que on voit bien Crispation entre qui et qui? Entre les pays occidentaux et le Sud. Eh ben voilà. Oui, mais non, mais là, Et les Chinois jouent là-dessus, la politique du Sud global. Il n'y a pas forcément besoin des Chinois. Les Indiens jouent très bien ce truc-là. Les Brésiliens jouent très bien ce truc-là. Parce que, historiquement, ils ont envie de s'écarter des États-Unis. Il y a eu une période extrêmement favorable où tout le monde jouait le même jeu, avec des règles assez similaires. Et c'était très bien. Là, on voit bien que les États-Unis ont mis un certain nombre de poignées de sable dans les mécanismes. Trump a commencé, mais Biden accentue le phénomène. Et chacun se repositionne. On retrouve les mêmes oppositions qu'on avait dans les années 70, quand l'Inde a toujours été un non-aligné. Le Brésil, c'est toujours un peu écarté, etc. Donc, on voit bien que la dynamique devient différente, et avec des intérêts économiques qui ne sont plus les mêmes. C'est ça, le vrai changement, il est là. C'est-à-dire que dans les années 70, si l'Inde, la Chine ou le Brésil nous embêtaient, c'était sans importance. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et c'est ça la vraie... Je ne les mettrais pas les trois sur le même plan quand même. Non, ils ne sont pas sur le même plan, mais on est sur les... Le Brésil est un peu à l'écart de cette puissance que tu décris. Si tu veux manger du poulet, tu as besoin du Brésil. Hein. D'accord. Bon. Oui. Non, mais il y a quelques éléments. Important le poulet, Stéphane. Pas le poulet, Stéphane. Ce que je veux dire, c'est que parmi les... Moins critique. Mais... Parmi les grands pays, ces pays que j'évoquais étaient, dans les années 70, des pays lointains. Sans aucun impact économique. Le poids... Oui, non, mais absolument, Philippe. C'est ça qui change et qui fait que aujourd'hui, les positions occidentales sont beaucoup plus compliquées à suivre. Notamment la puissance indienne ne peut plus aujourd'hui, c'est-à-dire ce concept de Sud global. Alors, si ça vous intéresse, une interview passionnante avec Laurence Daziano, qui vient nous voir régulièrement sur la Chine et qui nous décrypte tout cela. Tu ne peux plus intégrer l'Inde, par exemple, dans un ensemble qui prendrait la Chine, le Brésil, etc. Elle a sa propre politique, sa propre autonomie, sa puissance. Elle ne veut absolument pas rentrer dans quelque groupe que ce soit. Et donc ça, c'est quand même différent par rapport, même si Bandung, les non-alignés, etc. et tout, mais enfin quand même, la coupe soviétique était là. Aujourd'hui, je crois que c'est moins vrai. Mais je voudrais vous lire, parce que notre président de la République, il est quand même... Donc, pas de naïveté, mais pas non plus d'escalade. Donc, il parle d'une sorte de voie médiane qu'aurait tenue la France. Si nous envoyons le message qu'il y a un ennemi et que nous cherchons une désassociation complète, nous allons créer en quelque sorte de manière autoréalisatrice une accélération de l'histoire.
Et on est content de le payer pour avoir des phrases comme ça, si tu veux. Tu vois, Alors, C'est pas tout à fait faux. non, mais attends, Juste là-dessus, quand même. accélération de l'histoire, ça veut dire que lui pense qu'on va vers une Ça veut dire qu'il n'y a pas. fracture profonde Bah, on y est déjà. entre Non, non, l'Est et mais l'Ouest. c'est intéressant parce que On y est. Macron va en Chine il y a quelques semaines. C'est normal, c'est très bien. Olaf Scholz va en Chine quelques semaines auparavant. Il fracture Ouais. l'Occident. Hein, donc, Ouais, mais on voulait qu'ils nous attendent. oui. Ils voulaient y aller ensemble. Il voulait il Pour voulait... jouer aux cartes dans l'avion. Exactement. Non, Disons qu'entre la politique française et la politique allemande est quand même très très loin d'être claire quand même sur la Chine. Hein. C'est quand même. Mais la Et politique la nôtre. française n'est pas Non. forcément plus Ouais, claire. Hein. je pense que d'un point de vue stratégique, on a toujours été à peu près clair sur le fait qu'on voulait se situer effectivement dans un espèce de point médian. Les Allemands ont toujours été très clairs sur le fait que leur but c'était de vendre de plus en plus de machines à la Chine, de plus en plus de. Ça, c'est clair. Mais oui, mais on peut pas se positionner voiture. comme Michel Jobert qui disait on est ailleurs. Oula. Oula. Là, Michel Jobert, ça vient de perdre Michel une Jobert, bonne ça nous met un partie coup de vieux, là, ouais, 79. Non, il est sur le coup d'État de Valéza, donc 80. Ouais, Dernier ministre des Affaires étrangères de Giscard, c'est ça, Michel Jobert Peut-être. Hein. Dans ces Hein. environs-là. Bien entendu, nous n'allons rien faire, donc oui, c'est ça, coup d'État de Non, mais Valéza. on est ailleurs. Coup d'État. Le point de problème que l'absence de solution ne saurait résoudre, Henri Cueil. Jaruzelski, c'est ça hein J'ai oublié le prénom du gars qui avait ses lunettes noires Oui, et Jaruzelski, oui. qui finissait de souder la Pologne à l'URSS. Qui a été interviewé au Trésor de Mourouzi, pour ceux qui. Voilà. Bien. Donc, Philippe, pardon, Non, mais on est parti dans des considérations. Non, mais- Michel Jobert disait... Non, mais Michel Jobert disait la politique française est ailleurs. Eh ben, on est là. On se définit pas. Ça fait. Moi, je trouve que ça fait très opportuniste. Et Je suis donc, assez d'accord. on va être capable de saisir là où c'est bon, mais on est critique vis-à-vis des Allemands qui ont investi massivement en Chine depuis des années, notamment sur l'automobile, mais ce que nous n'avons pas fait. Et donc, on se retrouve dans une situation de déséquilibre par rapport à nos amis allemands. Flavien C'est la différence de perception entre l'Allemagne et la France concernant la Chine résulte finalement de la structure de nos économies respectives. C'est C'est-à-dire vrai. effectivement une économie allemande qui produit beaucoup et qui exporte beaucoup, notamment vers la Chine, avec des intérêts qui sont, je ne vais pas dire différents, mais en tout cas qui ne sont pas forcément toujours convergents avec ceux de la France. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi l'Europe a beaucoup de mal à parler d'une seule voix. En fait, c'est parce que quand il faut prendre des mesures au niveau européen sur alors je ne vais pas parler de protectionnisme, mais en tout cas des mesures qui visent à protéger un petit peu notre industrie. L'impact n'est pas du tout le même. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'évidemment, dès qu'on commence à dire attention, il faudrait peut-être qu'on mette une taxe carbone sur les produits importés, l'Allemagne réfléchit à ses usines en Chine et à la vente de ses voitures. Donc c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Après, pour revenir au sujet de tout à l'heure. L'Allemagne nous dit qu'on ne peut pas calculer l'impact global d'une automobile qu'on importerait. Quelle blague. Je referme la parenthèse. Il faut bien trouver des arguments. Ouais, c'est ça, ouais. Bien avancer d'autres C'est arguments. débat. un peu, voilà. Après, quand même, juste Bienveillance. sur l'Europe et puis même sur les États-Unis. Bah oui, parce qu'il faut en parler. Ouais, on a quand même aussi un autre sujet, même si c'est pas directement, lié aux préoccupations immédiates, mais c'est quand même le sujet de la démographie. Quand même, on peut pas parler de l'avenir économique du monde sans évoquer la démographie. Le G7, alors si on laisse effectivement les pays qui étaient invités, ce sont quand même des pays très vieillissants, quoi. Ouais. On vieillit, la population, on va reculer, elle recule déjà dans beaucoup de pays. Je parle même pas que du Japon. Regardez l'Italie, vous regardez l'Allemagne, ce sont des pays qui sont très très vieillissants. Et face à ça, on a un monde effectivement qui essaye de s'organiser, qui essaye de se débarrasser un petit peu du dollar ou de moins dépendre du dollar, mais qui est un monde qui a l'avenir devant lui, avec beaucoup de bébés qui arrivent et donc Sauf de futurs peut-être les consommateurs. Chinois. Sauf peut-être les Chinois. Sauf les Chinois. Peut-être les Chinois, Ce mais qui est un vrai problème. Hein. oui, Non, mais après- parce que, pardon, je te coupe sur l'Europe, parce que dans ce que tu disais, Philippe, sur retour aux années 70, entre les deux, on a 50 ans de construction européenne. Oui. Pour rien. Pour rien. On est exactement dans la même situation de vassalisation militaire, économique, diplomatique qu'on l'était il y a 50 ans. On a Et les Allemands l'euro sont- désormais. Hein On a l'euro. Bon. Ah, bah, Et qu'est-ce que ça change à notre vassalisation militaire, diplomatique, économique? Économiquement, on est beaucoup plus fort maintenant qu'on a l'euro. On est beaucoup plus fort parce qu'on pèse plus que juste le Deutschmark. D'accord. Oui, mais... Militairement, non, je suis d'accord, ça change rien. Non, mais justement, On a avancé un peu quand même. c'est un problème avancé un peu. complet. Pourquoi les Allemands, quand ils achètent des avions américains?
Parce que alors, en quelle partie autonomie parce que les nôtres ne sont pas prêts. Quoi. Quelle autonomie, oui, mais quelle autonomie politique bien on se le peut dire. avoir dans ce cadre-là? Oui. On ne peut pas. Donc, et ça fait... Mais Philippe, attends, ça parce fait que si 50 tu prends ans cet que exemple, il faut aller au bout de l'exemple. Hein. C'est parce que Airbus et Dassault, et là, pour le coup, on est en France, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors ça y est, ils y sont arrivés, mais ne sont pas arrivés à se mettre d'accord pendant une demi-douzaine d'années, à peu près 5 ou 6 ans, sur ce foutu avion de combat européen, si tu veux. Donc à un moment, quand même, l'Allemagne... Oui, mais... c'est complexe, je J'en ai comprends. besoin maintenant, quoi. Hein Ils disent j'en ai besoin maintenant. Bah oui. Mais ils sont en train de changer. Par contre, les Allemands, ils mettent beaucoup de temps à changer. Moi, je reviens d'Allemagne. J'étais en Allemagne ce week-end. Ouais. J'ai discuté avec des responsables politiques. Vraiment, ils ont franchi un cap sur leur budget de défense. Il y a bien un avant et un après-guerre en Ukraine. Et là, ils vont investir massivement. Alors, je ne sais pas si ça changera effectivement leur façon de concevoir l'armement de l'armée allemande. Est-ce qu'ils vont vouloir peut-être avoir une défense européenne, un armement européen plus qu'américain, c'est pas sûr. Mais en tout cas, sur le plan budgétaire, là, ils passent aux choses sérieuses. Donc, ils ont annoncé 100 milliards. Ils veulent arriver à des niveaux très élevés. Et je pense bien qu'il y aura un avant et un après-crise ukrainienne de ce point de vue-là. Il y a vraiment une volonté qui est partagée, pas par toute la classe politique, mais ça fait quand même l'objet d'un quasi-consensus national, ce qui est très rare en Allemagne. Ouais. Non, mais on ne peut pas dire il faut construire l'Europe, et puis dès qu'il y a un point qui bloque, on cherche. C'est pas un point qui bloque, Philippe, mais, 50 ans de construction pour rien. Mais sur la construction politique européenne, dès que ce soit sur le militaire, les Allemands ont toujours eu la tentation américaine. Sur le plan économique, c'est pas très différent. Et leur dynamique est plutôt conditionnée par le reste du monde que par l'Europe, malgré tout. Et c'est ça un des vrais soucis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien le poids des échanges allemands avec l'Europe diminue année après année. Et les investissements, pareil. C'est-à-dire qu'on investit ailleurs, on investit là où ça va pouvoir nous rapporter, alors que la dynamique européenne, si elle se construisait, donnerait une puissance à l'Europe qui serait bien supérieure. Un mot, parce que ça m'intéresse, et il n'y a que à vous que je peux en parler. L'Argentine et le Brésil qui veulent s'émanciper du dollar. Donc l'Argentine a annoncé fin avril qu'elle allait privilégier le yuan dans ses échanges avec la Chine après des déclarations comparables du Brésil. Qu'est-ce que ça vaut, ça, Wilfried ? À mon sens, pas grand-chose. Bon, voilà. d'accord. Oui. Bon, j'ai bien fait d'en parler avec vous. Alors. Pour moi, c'est une déclaration de communication... Politique intérieure. Politique intérieure plus qu'autre chose. Non, c'est intéressant parce que Lula a déclaré ça à Pékin en disant nous on veut dépendre du yuan. C'est une politique chinoise qui se met en place sur le sud. Je pense que c'est... D'accord, pour toi c'est pas anecdotique. Il n'y a pas de monnaie autre que le yuan qui pourrait éventuellement remplacer le dollar. Tout le monde se rallie au yuan. Le yuan est pas très important dans l'échelle mondiale, mais on voit bien que pour moi c'est une dynamique marketing très forte des Chinois vis-à-vis des pays émergents. Alors est-ce que ça peut se faire ? J'y crois pas beaucoup. Mais parce que toutes les transactions, malgré tout, sont encore en dollars, les réserves sont en dollars, etc. Donc, et puis, il faut du temps. Hein. Je rappelle que le passage du sterling au dollar comme monnaie de référence, c'est 1918-1944. Ça prend du temps, quand même. Et donc... Wilfried ? Personne n'a envie de dépendre du système judiciaire chinois en cas de problème. Hein. Donc, à partir du moment où... l'état de droit reste encore un peu plus respecté aux États-Unis qu'en Chine. Alors oui, s'échanger quelques biens en yuan, pourquoi pas, mais aujourd'hui, on en est quand même très très loin d'avoir une compétition claire vis-à-vis du dollar. Très loin. Non, moi, effectivement, je crois que la monnaie du monde va rester le dollar pendant encore très très longtemps. Par rapport à l'euro, puisqu'on parle des monnaies, quand même, un des succès, enfin, peut-être le succès principal, je rejoins ce que disait tout à l'heure Wilfried sur la construction européenne, c'est l'euro. Franchement, on n'aurait pas l'euro. C'est un bouclier, hein, parce qu'avec nos déficits et nos Flavien, dettes, tu sais, ça, c'est un débat, alors. C'est un débat. Notre dette aurait été attaquée depuis longtemps. Peut-être qu'elle serait moins importante aujourd'hui, si tu veux. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait, justement, que notre dette soit attaquée un bon... Ah bah oui, c'est ça le problème, tu comprends ? Ça, c'est autre chose. C'est la morphine. La morphine, tu ne souffres pas, mais tu ne guéris pas. Et même la maladie s'aggrave. Ouais, c'est un vrai débat, ça. C'est un vrai débat.
Mais par contre, en tout cas, on se refinance. Je suis paye pas moins sûr cher, que on se paye moins cher. si tu veux, Je là, pense si que on n'a pas personne le n'a envie d'avoir une crise systémique. Mais bien financière sûr, on globale est dans en un Europe. tel état aujourd'hui que tu Ouais. peux pas revenir en arrière. Bah voilà, donc de Bon, toute façon dire mais simplement, tu n'aurais peut-être pas eu, donc 1974, premier budget en déficit le dernier de la France, 74, 1974, Ouais. tu n'aurais pas eu 50 ans de déficit cumulé peut-être. t'aurais probablement pas C'est eu. un débat. Un vrai débat. C'est un débat. C'est un vrai débat. Et après, tu compares aussi, ça c'est le grand jeu de Jean-Pierre Petit qu'on adore, tu compares les croissances comparées des pays qui ont installé l'euro et puis de ceux qui ne l'ont pas. Et tu te rends compte que même en termes d'outils de croissance, on a fait mieux. Voilà. Disons qu'on l'a peut-être pas utilisé comme il fallait, quoi. On l'a peut-être pas utilisé comme il fallait. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Ce qui nous amène assez logiquement donc, à la politique face aux dettes. Wilfried, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais très inquiet de la négociation autour du plafond de la dette américaine. Absolument. Jeudi, ça avait l'air d'aller mieux. Vendredi, patatras, finalement, ça va moins bien. Ouais. Hier, on se dit, et puis hier, des déclarations disant vous inquiétez pas, on continue à se parler, ça restera hyper constructif. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon de ces atermoiements, c'est qu'on est quand même dans des discussions qui sont très compliquées. Et qui sont compliquées parce qu'il n'y a pas, je pense, une vision réelle partagée par les deux forces politiques majeures aux États-Unis de leur responsabilité vis-à-vis du reste du monde par rapport à leurs agendas politiques intérieurs. Et ça fait planer en permanence la menace d'un défaut par inattention d'une certaine façon. En disant finalement c'est pas très grave, on fera... J'entends parler maintenant de défauts techniques. C'est pas un vrai défaut, c'est un défaut technique. C'est comme les récessions techniques, c'est pas grave, tout va bien. Non, c'est fondamentalement très important. Si on en parlait à l'instant, la monnaie du monde dont le seul support vacille. Je rappelle qu'il n'y a pas de dollars sur l'étagère. Quand on a besoin de dollars, on a besoin de dette américaine. C'est pour ça que la dette américaine, c'est important. C'est pas parce que, globalement, c'est significatif pour quelques traders obligataires. C'est aussi significatif pour plusieurs traders obligataires. Et que je salue au passage. Mais le plus important, c'est effectivement ça. Et le dollar aujourd'hui et la dette américaine est otage de problématiques intérieures américaines qui font que on ne peut pas écarter totalement le 5% de chance aujourd'hui à peu près pour qu'on ait effectivement une période, ce qu'on appelle la X-date sur les marchés, qui soit atteinte en disant on ne peut plus rembourser nos échéances, donc on est obligé de choisir. À partir de ce moment-là, ils sont obligés de choisir et d'essayer de prioriser véritablement les paiements d'obligations par rapport au paiement de la sécurité sociale. On l'a déjà vu, hein. Ça, c'est déjà vu. Oui, ça c'est déjà vu. Clinton l'a fait. Oui, tout à fait. La dernière fois Obama l'a fait. La dernière fois que ça s'est passé, les États-Unis ont perdu leur triple A. Bon, un détail. J'ai pas nécessairement envie que ça apparaisse et surtout. Non, mais surtout, tu insistais sur le climat de radicalisation qui était totalement différent C'est totalement des différent. époques Clinton et Obama. Exactement. Et Dieu sait que déjà, c'était assez radical. Exactement. C'est la première fois que j'entends, moi, dans l'histoire américaine, alors je la connais pas précisément, mais je pense que c'est la première fois qu'un ancien président américain sur une chaîne publique américaine appelle ouvertement à défaut américain en disant mieux vaut maintenant qu'après. Ouais. Il l'a véritablement dit. C'est ce qui, pour un ancien président, aurait été mais totalement incompréhensible. C'est Trump, bien sûr, si Oui, vous n'aviez voilà. pas décodé. Exactement. Et il pousse effectivement ses troupes dans une radicalisation dont il a le secret à déclencher l'épreuve de force. Et à partir de ce moment-là, quand on voit effectivement le pauvre Kevin McCarthy, donc le chef des Républicains à la Chambre, qui est en fait otage d'un certain nombre d'extrémistes au sein de son propre parti, qui veulent faire payer à Biden tous ces plans d'investissement dont ils ne veulent absolument plus entendre parler. Alors, le scénario d'un compromis reste aujourd'hui, je pense, le scénario central, ou au minimum de repousser l'échéance. Je pense que pour moi, mon scénario numéro 1, c'est on repousse l'échéance de quelques mois pour se donner encore une chance. Mais comment ça, repousser l'échéance? Janet Yellen a dit on ne peut pas repousser l'échéance, le 1er juin, c'est mort. Non, mais ça veut dire repousser l'échéance, ça veut dire vous augmentez le plafond très peu. Ah oui, d'accord. Vous augmentez très peu le plafond. On fait un crédit relais. Voilà, c'est exactement. Et tout le paradoxe, et je terminerai par là, tout le paradoxe, c'est que ce mécanisme du plafond de la dette américaine, il a été créé en 1917 pour faciliter le financement du Trésor. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était le Trésor qui devait demander à chaque fois au Parlement
l'autorisation d'émettre de la dette. Bien Et puis au moment de la Première Guerre mondiale, 1917, ils ont dit non mais ok, on a compris, on vous fait un forfait, vous tapez dedans et puis on vous augmentera votre forfait lorsque vous en aurez besoin, comme ça vous serez libre. Aujourd'hui, c'est devenu un instrument de radicalisation et de polarisation de la vie politique américaine. Oui, enfin, C'est un véritable sujet, quoi. Tu peux le prononcer. Enfin, tu peux aussi le présenter de manière un peu plus positive de la part de ceux qui, à un moment, disent il faut que ça s'arrête. Justement, sur la fin de la discussion qu'on avait avant la pause. Mais jusqu'où on va, les amis Le seul avantage de ce système-là, c'est que par rapport à notre lâcheté dans un certain nombre de pays, en particulier la France, où on vote régulièrement des budgets qui sont en déficit, et alors on ne se rend pas vraiment compte quand on dit c'est 5%, c'est 5% de déficit, bon c'est juste 150 milliards, c'est pas grave, bon, mais c'est quand même très important, et en fait qu'on fait monter la dette. Là, c'est une force de rappel en disant, vous êtes sûr ? Ça veut dire que vous devez augmenter encore plus. C'est un sujet. Avec quoi t'es pas d'accord, Philippe ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la question du plafond de la dette n'a rien à voir avec la dette. C'est juste une problématique politique aux États-Unis entre Biden, qui s'est déjà déclaré pour être candidat à la présidentielle de 2024, Trump qui s'est déclaré, McCarthy qui est otage des Trumpistes à la Chambre des représentants. Et donc on est dans une situation où la question est qui va craquer le premier, et celui qui craquera le premier aura perdu les élections. On est dans cette logique-là. La question de... alors McCarthy avait fait un plan il y a quelques semaines en disant on va remonter le plafond de la dette si vous baissez vos dépenses. Je pense que c'est purement anecdotique. Je pense que la vraie question, elle est purement politique entre Trump et Biden sur comment on fait pour gérer cette situation. Et la dette publique et le plafond de la dette est l'instrument de cette tension politique. C'est pas autre chose. L'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre, mais ça veut dire que on est vouloir. Parce que Philippe, si c'était l'instrument, les passions politiques sont telles. On n'a pas idée de ce que c'est. Il faut regarder la télé américaine, quoi. C'est lunaire. C'est lunaire. Lunaire. Ouais. On n'a pas idée de ce que c'est. On est véritablement dans les faits alternatifs. C'est invraisemblable. Non, mais même la tension des débats. Enfin, bon, bref. Si ça n'était que ça, alors il n'y aurait pas de solution. S'ils trouvent une solution, c'est quand même que, tu vois, ça n'est pas seulement un affrontement entre Trump et Biden, parce qu'à ce moment-là, il serait radicalisé de manière absolue, totale. Il y a deux solutions. La première, c'est de faire de ne plus payer des gens dans les parcs nationaux, comme ça s'est fait. Oui, ça s'est fait, oui, ça s'est fait, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Ça ne peut pas durer, mais ça avait duré quand même pas mal de temps sous Clinton. Et puis l'autre possibilité, c'est d'émettre la fameuse pièce de platine de 1000 milliards. Qui elle-même, d'ailleurs, va pas durer très très longtemps. Il faudrait en émettre 3 ou 4, des pièces de 1000 milliards. Elle n'est pas dans le cadre du plafond de la dette. Non. Mais il faut trouver une solution technique, parce que moi, mon sentiment est que sur ce plan-là, on est dans une phase extrêmement risquée où personne n'a envie d'être l'otage de l'autre. Celui qui accepte la proposition de l'autre se trouve en position de faible. Non, mais à la lettre de la Constitution, il y a effectivement des solutions. La pièce de 1000 milliards de dollars ou le fameux amendement 14e. À partir du moment où elle est en platine. Voilà. Si elle est en or et en argent, ça ne marche pas. Il y a également le fameux 14e amendement qui dit les États-Unis ne peuvent pas faire défaut, et donc le président est responsable du fait que les États-Unis ne pouvant pas faire défaut, il peut relever lui-même le plafond de la dette. Mais tout l'esprit des institutions n'est pas du tout dans ce sens-là. Et on est quasiment certain que la Cour suprême irait à l'encontre de ce genre de choses. Et alors là, le problème serait encore pire. Donc, il faut trouver, comme tu dis, il faut trouver une solution. L'esprit des institutions, il n'est pas non plus à donner l'assaut du Capitole. Il n'est pas non plus à dénoncer le résultat des élections, avec encore aujourd'hui 25 à 30% des électeurs républicains qui pensent que l'élection a été volée et qui le pensent sincèrement. Mais à chaque fois, la Cour suprême a été une force de rappel là-dessus. Elle serait également une force de rappel sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, y compris si c'est pour gérer le plafond de la dette. Oui, peut-être 2 points. Le premier, c'est que je suis frappé, mais tu l'as dit Stéphane, par l'hystérisation du débat politique et public aux États-Unis. Et c'est vraiment, c'est très récent. Enfin, c'est récent. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'était pas dans cette situation-là du tout. Ça a une petite dizaine d'années, on va dire, la montée en puissance. Tu sais, moi, j'ai fait les élections... alors, ça ne va pas nous rajeunir, mais déjà, en fait, la première élection de Clinton,
Et en fait, la personnalité d'Hillary Clinton a cristallisé énormément de choses, Ça mais date de la fin déjà, de Clinton. Ouais. déjà la première élection de Clinton, moi j'écoutais Rush Limbaugh, qui est depuis devenu célèbre à la radio américaine, c'était déjà quelque chose de très spectaculaire. Ouais, ça date de Clinton. CNews, c'est des enfants. Oui. Voilà. Ceci dit, le fait qu'un ancien président des États-Unis appelle publiquement, effectivement, c'est comme on franchit d'accord. des étapes, On est franchit d'accord. des crans, en fait. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le premier élément. Et franchement, c'est quand même, c'est pas très rassurant parce que quand même, on parlait tout à l'heure du G7, on a quand même des fondamentaux démocratiques. Alors il y a des forces de rappel, les institutions restent quand même malgré tout solides, mais c'est quand même un sujet de préoccupation au moment où on parle d'intelligence artificielle, de fake news, de deep machin, etc. La manipulation de l'opinion, elle peut être très forte. Et quand on a des responsables politiques qui ne sont plus très responsables, mais qui ont plutôt tendance à jeter de l'huile sur le feu, on peut quand même être un peu inquiet. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que j'entends ce que disait tout à l'heure Wilfried sur l'inquiétude, 5%, la probabilité, enfin, possibilité, le risque, on va dire, que les États-Unis fassent défaut. Mais si on va au bout de la logique, parce que c'est effectivement un sujet politique, en fait, c'est très, très politique, avec un agenda, avec les élections présidentielles qui arrivent, etc. Si on va vers le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire un vrai défaut des États-Unis, les conséquences qui ont su, faudra bien que quelqu'un soit responsable de ça. Et si les Républicains, effectivement, font barrage, ils seront tenus pour responsables de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'y gagne rien là-dedans. Donc je me dis qu'en politique, à un moment donné, c'est les choix politiques qui sont faits, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre. Pour l'instant, le bras de fer, alors il y aura peut-être effectivement des solutions temporaires, mais in fine, si c'est le scénario catastrophe qui ressort, j'y crois pas, honnêtement, ça paraît... Parce qu'il n'y a que des perdants, tu dis. Ah ouais, il n'y a que des perdants. Et que les gars vont s'en rendre compte au moment de... Il n'y a que des perdants. Il y a que des perdants à la fin de l'histoire. Mais comment pourrait-on trouver des gagnants s'il y a un défaut américain ? Le bond du Trésor américain est le fondement du système monétaire international. Voilà, exactement. Si d'un seul coup, plus personne, s'il y a un risque sur cet actif-là, il n'y a plus d'actifs sans risque. Et là, la déflagration est terrible. Quelle est la mais Wilfried te l'a dit, Donald Trump se fout totalement du système financier international. Mais il s'en contrefout. Oui, mais ça aurait des répercussions intérieures. L'économie américaine. Globalement, le choc subi serait bien supérieur à celui de 2008, par exemple. Parce que 2008, c'est juste de la titrisation. Là, c'est tout le fondement du système monétaire international qui s'effondre. Ouais, et les Américains, ça, c'est la rationalité. Les Américains seront aussi perdants que les autres, voire plus. Oui, c'est ça. Tu peux pas dire Make America Great Again et faire que ton système s'effondre quand même. C'est pas possible. Mais à un moment donné, n'écoute pas assez Donald Trump, Flavien. Oui, mais je pense que Donald Trump, il est capable de dire tout et n'importe quoi. Oui, mais il n'est quand même pas encore complètement tout seul chez les Républicains. Mais c'est ça c'est bien le problème. C'est bien le sujet. C'est bien pour ça. Je le dis juste d'un mot d'ailleurs. Cette histoire de manipulation de l'opinion, à un moment, il y a l'une des vedettes de CNN, Anderson Cooper, a fait un éditorial assez formidable. Donc, Trump a été invité par CNN. Longue interview, c'est là où il a balancé. Voilà. Et bon, franchement, c'est tel qu'en lui-même l'éternité le préserve. Enfin, il est même, j'ai l'impression, encore plus ahurissant qu'il ne l'était il y a 8 ans. Et donc, le public de CNN, plutôt démocrate, a reproché à CNN d'avoir invité Trump. Et Anderson Cooper a dit ce qu'il faut dire. Arrêtez de penser que c'est une illusion, que les gens qui votent Trump sont manipulés, qu'ils regardent des fake news sur Facebook et tout. Non, ils le veulent profondément. Il est là, ils le veulent profondément. Et 8 ans après, ils le veulent profondément. En fait, pas besoin de Twitter, de TikTok, d'Instagram. Le danger, c'est que tout ce qu'on vient de dire est évidemment totalement juste. Déjà parce que nous sommes extrêmement brillants. Mais c'est surtout qu'en fait, que ce soit uniquement la preuve par le fait qui fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est face à l'effondrement décrit admirablement que d'un seul coup, les gens se rendent compte qu'effectivement, il y a un énorme problème, y compris aux États-Unis, et que là, effectivement, ils résolvent le problème. Mais d'une certaine façon, la confiance a déjà disparu. C'est ça. Je précise. Vas-y, je t'en prie. Je viens de dire parce que c'est très intéressant. Seuls les faits peuvent venir finalement apporter un peu ouvrir les yeux des gens. Et encore, c'est même pas sûr. J'ai vécu pendant 18 ans dans des régimes marxistes en Afrique où les dictateurs en place expliquaient
les échecs ou les conséquences désastreuses pour leur population, pour leurs économies, de leur politique marxiste, en trouvant des explications extraordinaires. C'était toujours de la faute des autres. Donc à Madagascar, par exemple, si Madagascar s'est effondré, quand Ratsiraq prend le pouvoir en 1972, il sort de la zone franc, il va à Moscou, la Corée du Nord, etc., l'économie s'effondre, mais c'était pas de sa faute. C'était les Sud-Africains, alors à l'époque c'était le régime apartheid d'Afrique du Sud, qui était à l'origine de l'effondrement. Donc c'est même confrontés à leurs propres échecs, souvent ils trouvent des explications extérieures. Et ils n'avaient pas besoin de Cambridge Analytica. Absolument. À l'époque, ça marchait, c'était beaucoup plus simple. C'était une télé, voilà, Et la ça télé marchait d'État, pareil. et ça marchait comme ça. Et ça marchait pareil. Bon. Bon, bah, je vois pas en quoi c'est des bonnes nouvelles, mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est ça. Ouais. La question, alors j'ai pas de réponse là-dessus, mais ce qui est intéressant, tout à l'heure, Flavien parlait de démographie, mais la démographie américaine est intéressante en termes de rapport de force entre les Blancs, les Hispanisants, les Asiatiques. On a un changement assez marqué. C'est-à-dire, tu veux quoi, de C'est-à-dire monter des hispanisants, enfin monter des hispaniques. Le blanc devient minoritaire. Oui, Non, mais il y a un petit moment ça. non, mais ça Comme la langue anglaise d'ailleurs. Hein. les choses s'accentuent et c'est, à mon sens, une des raisons pour lesquelles la situation est très complexe aux États-Unis aujourd'hui, parce que on voit bien que il y a une hétérogénéité qu'on a du mal à maîtriser en France. Trump a beaucoup joué là-dessus, quand même. Et Trump a beaucoup joué Quand là-dessus. il est élu la première fois, il a beaucoup joué là-dessus. Je veux dire, c'est un élément. Ah si. C'est vrai ? Ah ouais. Ah, quand même. c'était ce que les démocrates appelaient de façon un peu pédante la mentalité obsidionale. Ouais. Et, se représenter comme étant assiégé Oui. et donc devant se défendre par rapport à des vagues qui déferlaient. Et effectivement, Oui, mais il n'a jamais, à la différence par exemple du débat politique en France, il n'a jamais contesté aux hispaniques leur légitimité à être des citoyens américains. Enfin, j'ai pas ce souvenir. Non. Oui, effectivement, l'immigration, ça lui pose un problème, mais ce sont des citoyens américains. Enfin, À partir du moment où je crois c'est qu'il n'y a légal, jamais eu de sujet à partir là-dessus. du moment où l'immigration est Il a légale, beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Oui, voilà, à partir du moment où on rentre dans une forme de légalité. dès que vous êtes illégal, vous êtes quand même assimilé plutôt pour Trump à des violeurs. Enfin, voilà, oui, c'est quand même assez bien violent, sûr. hein, Oui, c'est- voilà, oui, non, mais ça... c'est ça, pas uniquement dire on les raccompagne. Bon, et chez nous alors parce que donc il y a eu Fitch. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, que Fitch se trompe complètement dans son analyse politique ? On en avait déjà parlé autour de cette table. Nous avons montré, a dit Macron, que nous avons des institutions qui permettent de voter beaucoup de textes de loi avec cette majorité, alors que Fitch a légèrement dégradé la note de la France On parce verra que il pensait. Voilà, donc on a S&P début juin. Le 3 juin, je crois. Le 3 juin, oui, voilà, c'est ça. Ouais, absolument. Est-ce que vous pensez que Philippe, il se gourre complètement ? Alors d'abord, retour quand même d'un petit peu d'influence de ces agences de notation qu'on balayait d'un revers de main Oui, parce avec que des taux d'intérêt négatifs. Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, donc Voilà. La question Il y a un se pose un peu différemment. Non, ce qui est intéressant dans l'analyse de Fitch, c'est que la question qui a été mise en avant partout arrive très au fond Du communiqué. C'est comme le point 50 du G7. Exactement, c'est pas 51. Philippe veut nous montrer qu'il lit dans l'intégralité des communiqués importants. Non, mais sur Il est sur ce que disait Fitch, c'est on réduit les rentrées fiscales, on augmente les dépenses et on n'y arrive pas. Et ce qu'il dit après, c'est que en raison des difficultés sociales, eh bien, la capacité à maîtriser ces dépenses est encore plus réduite que par le passé. C'est ce point-là qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'on voit bien que, et on l'a encore vu la semaine dernière, je vais faire 2 milliards de réduction d'impôts pour les classes moyennes. On ne sait pas qui sont les classes moyennes, mais on va avoir 2 milliards. Tu sais quand même. On rentre dans une logique. Il a dit 1500, 2500 euros. J'ai un problème sur la fourchette 1500, 2500 euros. La question qui est posée, c'est... Et t'as pas lu cette déclaration-là dans son intégralité ? Parce qu'il dit... Mais je l'ai écouté... Il dit... Non, mais c'est merveilleux. Ce qu'il dit, en fait, on va faire des économies. Oui, Puisque ça va prendre la place des 3 milliards 900 millions qu'on aurait dû mettre dans la réforme des droits de succession. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est Laurence Parisot qui avait dit un jour, c'est comme un régime, vous prenez 2 kilos, vous en perdez un et vous vous dites, j'ai maigri.
C'est exactement ça. C'est un peu ça. Non, mais Formidable. la vraie question, on a déjà discuté ici, c'est comment on se projette sur les finances publiques françaises. Ouais. Et là-dessus, il n'y a pas... Donc S&P va nous dégrader aussi. À part Bercy, personne ne voit à quel moment on pourrait équilibrer les finances publiques en France, Très juste. sans changer de forme de fonctionnement. Et donc là, il y a un vrai problème. Quand on regarde les projections du FMI sur les soldes structurels, tout le monde converge peu ou prou vers l'équilibre à l'horizon de 5 ans, pas la France. Sauf la France. Ouais. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est l'agence France Trésor. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les fonctionnaires de l'agence France Trésor sont probablement les meilleurs au monde. Ce sont déjà les meilleurs de l'administration et les meilleurs au monde pour packager la dette française, Tu la dis ça depuis vendre. qu'on se connaît. Mais non, mais c'est vrai. Mais interroger. Pourquoi est-ce que le premier acheteur étranger de dette française, c'est le Japon. Enfin, le Japon se précipite sur la dette française. Pourquoi ? Il paraît que c'est en train de changer un Oui, peu. Ça. alors ça, c'est en train de basculer parce que. Ça s'appelle un marronnier. Parce que D'accord, non, ok, non, mais ok, parce qu'au alors n'en Japon- parlons pas. Au Japon, les situations changeaient un peu au Japon. Mais en fait, on arrive à avoir cette espèce d'agilité sur la présentation. Je parlais des gérants obligataires tout à l'heure. Là, on a des vendeurs obligataires, Oui. mais d'un niveau extraordinaire. Et donc, pour l'instant, effectivement, ça nous sauve. Il y Parce avait- qu'à chaque fois qu'on présente la dette française, les gens disent waouh, c'est exceptionnel. Et effectivement, ils sont très très forts. Je ne l'ai pas mis là, Un mais jour, peut-être que la note. il y avait une note de la Banque de France très intéressante. On ne va pas avoir le temps, mais je vous ai déjà fait qui montrait surtout qu'en gros la marge de manœuvre de l'État était réduite, mais Ouais. à peine à 10% de la dépense en fait, mais qui se félicitait de ce que la dette française offre toutes les maturités Mais oui, possibles. Exactement. Ouais, exactement. Vous avez ce que vous voulez. Vous avez, grâce à nous, à la fois, vous avez de l'indexé sur inflation, pas indexé, toutes les sortes de maturité, On n'a pas 100 ans. des taux fixes, des taux variables. Effectivement, personne n'a été suffisamment fou, contrairement à la dette autrichienne, pour acheter du 100 ans français. C'est peut-être C'est en préparation. C'est le dernier défi. Je pense que c'est le dernier défi. de Écoutez, la- monsieur Wechter, on va vous le faire si vous y Ouais, tenez vraiment. voilà. C'est en préparation. Voilà. Flavien ? C'est vraiment très compliqué, honnêtement. Quand on regarde, en fait, l'opinion publique, les Français, ils sont convaincus, globalement, que leur pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Alors là, c'est vrai avec l'inflation, mais même, moi, je suis passionné par ça. C'est ton job, hein, c'était LM, hein, on rappelle. Quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat sur ces 10 dernières années, en dehors de 2012-2013, il a toujours augmenté. Et quand tu interroges les Français en disant, mais votre pouvoir d'achat, il fait quoi ? Il baisse. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, les Français ont le sentiment que leur niveau de vie n'arrête pas de baisser. En face de ça, ils ont le sentiment qu'on dépense pas assez pour l'hôpital, qu'on dépense pas assez pour l'école, qu'on dépense pas assez pour la justice, pour la police, pour l'armée, etc. Que ça va pas. Et dans le même temps, ces Français disent, mais on dépense beaucoup trop d'argent au global. Et ce qui rend les choses extraordinairement complexes, c'est que le quoi qu'il en coûte est passé par là. On a expliqué pendant des années, mais tout le monde, tout le monde, que au-delà de 3% du PIB, c'était pas possible. C'est inscrit dans les traités. On peut pas. C'est pas soutenable à terme. Qu'au-delà de 60%, c'était impossible. Après, on a dit, ouais, bon, on a passé 60%. On a dit, non, le seuil, c'est 100%. Au-delà de 100%, la dette devient incontrôlable. On est monté à 115, il s'est rien passé. Il s'est rien passé nulle part. Comment voulez-vous que les gens qui entendent parler aujourd'hui de dette publique se disent, ah, là, on est face à un mur. Pourquoi maintenant et pourquoi pas hier ? Bah ouais. Voilà. Donc, moi, je sais pas. Allez, c'est pour ça. Mais que- Philippe en est persuadé d'ailleurs, hein, Ouais, mais finalement. Ouais. Mais ça va venir, hein, parce que de toute façon, C'est tôt tout ou le tard, on aura un problème. c'est hein. tout sur la question de la dette, c'est toute la discussion qu'il y avait eu sur le papier de Rogoff et Reinhardt il y a Ah oui. quelques années, C'est 90%, qui disait hein. 90% et le seuil. Et alors là, tous les macroéconomistes étaient contents parce que pour une fois, on avait un élément qui disait attention, au-delà, en fait, ça marche pas. Et donc, on n'a pas effectivement. En fait, il faut le dire, parce qu'en fait, ils avaient bidonné leurs résultats. Exactement. Bon, bah voilà. Exactement. Mais non, mais c'est le problème de la dette. Ils s'étaient trompés dans leur méthodologie. Non, je pense qu'ils Non, avaient ils avaient bidonné bidonné leurs résultats, je crois qu'ils l'ont reconnu. d'ailleurs. Oui, oui. Moyennement. Bon, ok, vas-y. Non, mais et donc c'est la difficulté de la dette. Et le seul élément qui pourrait nous contraindre, c'est effectivement une dégradation de la note. Là, C'est ce que je disais tout à l'heure, un problème. Quoi. On est confronté à un problème, faut agir concrètement. Exactement. Mais pour l'instant, l'opinion publique, elle n'est pas prête à ça. hein. Non. Si donnez-moi mon chèque machin, Ouais. classe moyenne truc, On est et d'accord. on distribue de l'argent public. On est d'accord. Voilà. Donc je ne sais pas comment on sort de ça. et on n'arbitre pas au sein des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on additionne les choses, on empile les choses sans
sans réellement arbitrer. Je donnerai un jour mon avis quand on aura le temps, parce que comme je suis aussi élu de mon côté... Sur quoi Vas-y, Non, vas-y, sur la vas-y, dépense publique. on En fait, sur la dépense publique, ce qui, à mon avis, explique en partie au moins le fait qu'on dépense énormément, par exemple, pour l'hôpital. Je veux dire, quand on regarde en pourcentage de PIB, nos dépenses pour l'hôpital, elles sont très élevées. Même sur ces 20 dernières années, quand on regarde le pourcentage d'augmentation de la population, de mémoire, la population fait plus 15, les dépenses pour l'hôpital font plus 35. Et pourtant, tout le monde dit que l'hôpital est dans un triste état. Mais il suffit juste de regarder la structure du personnel soignant. On a 35% des personnels hospitaliers qui font de l'administratif. À quelques pourcentages près, mais je crois que c'est 35%. En Allemagne, ils sont à 22%. On a une complexité administrative incroyable. Je peux prendre des exemples, mais dans tous les domaines. Oui, mais ça, Flavien, et donc, en fait, on paye des gens à travailler, à traiter la problématique de la complexité administrative qu'on s'est créée nous-mêmes. Et les gens bossent. Quand on dit qu'il y a trop de fonctionnaires, il suffit... Non. Les gens qui bossent sur l'urbanisme, par exemple, tu vas parler d'immobilier dans 2 jours, les plans locaux d'urbanisme, mais c'est d'une complexité, mais c'est incroyable. Et les gens bossent dessus pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Mais à la fin, ça donne quoi? Ça produit rien. C'est de la perte de temps. Voilà. Et donc, au final... Un autre élu local qui vient nous voir régulièrement me racontait l'évolution du contrat de mariage. Il paraît que c'est complètement dingue si tu es maire d'une petite commune, mais c'est ahurissant aujourd'hui. Absolument. Ce qu'il faudrait, et évidemment personne ne le fait, mais ce qu'il faudrait intégrer pour marier des gens. C'est énorme. Mais ça, c'est un exemple qui illustre à lui seul toute la complexité administrative. C'est ça. Mais attention, c'est pas, sur 10 ans, moi je suis maire depuis 2014, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que la loi climat et résilience, c'est 450 pages. 450 Bon, pages. mais oui, mais t'en Donc- tire quoi comme donc, conclusion j'en tire comme Flavien, conclusion qu'on est que coincé, le piégé. choc de simplification qu'on n'arrivera jamais à faire. Jamais. Mais c'est un choc de simplification. Moi, je pense que le président de la République, il devrait dire à ses députés, à chaque fois que vous votez une loi, vous en abrogez une. Mais- Je vous impose ce truc-là. Et alors Guillaume Guillaume Poitrinal et, j'ai oublié son nom, Thierry Mandon. Guillaume Poitrinal, Thierry Mandon, sous François passe rien. Hollande, Conseil de la simplification, c'était exactement ça. Ils ont Et rien. puis à un moment, explosé en plein vol. Eux ont tout fait, et puis parce que la technostructure est plus forte, C'est la l'État technostructure. profond, disait Donald Trump. Voilà, C'est ça. tout explose en plein vol. Ce que dit Flavien sur l'hôpital, on le retrouve dans l'école, on le retrouve dans Mais la... bien sûr. Partout. Et le nombre de gens qui sont opérationnels directement sont minoritaires par rapport à ceux qui C'est ça. sont... Et ceux qui ne plus font en pas plus ça, ils bossent. Hein. Parce Ouais. que souvent, de façon un peu caricaturale, les gens disent mais ils font rien, en fait, les fonctionnaires sont trop nombreux. Non, ils bossent vraiment. Ils bossent sur des trucs qui, globalement, n'ont quasiment aucun intérêt Flavien, d'un point de quand vue même, économique. je veux ton avis là, parce que c'est vrai que là, il nous reste maintenant 5 minutes. Les 100 euros, ça m'intéresse, quoi, le leasing à 100 euros par mois Oui, pour la voiture électrique, pour ceux qui en auraient besoin. ça va pas être facile. L'équation économique est complexe. Je trouve que c'est une super idée. C'est une bonne Pardon, idée. je trouve que c'est une super idée. C'est majeur parce que comme on va interdire progressivement aux gens de rentrer avec des voitures thermiques dans les centres-villes et que ceux qui ont les plus vieilles voitures sont les gens modestes, il faut leur donner les moyens d'avoir une Exactement. voiture. Sinon, c'est une injustice sociale profonde. Non, ce qui rend les choses complexes, c'est 2 choses. D'abord, les prix de vente des voitures électriques ont beaucoup progressé. C'est-à-dire que l'équation qui était de dire plus on va en vendre, plus les coûts vont baisser, donc plus les prix vont baisser, ça ne marche pas pour le moment. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est Pourtant, Tesla a fait remise sur remise Ouais. sur remise. Il a divisé quasiment ses prix par pour deux l'instant- là, depuis 10 ouais, ans. oui. Non, Non, il les avait quand même remontés. pas. Non, non. Ouais, d'accord. Il les a rebaissés récemment parce que les affaires D'accord. sont plus Je difficiles. prends 2 kilos et je maigris d'1 kilo. D'accord. On en revient toujours là. On en revient toujours. Non, après, quand on parle de loyer, quand on parle de leasing, il faut parler de valeur résiduelle. Ce qui va faire le loyer, c'est la valeur résiduelle de la voiture. Ouais. Donc, un exemple très simple, une voiture électrique de 25 000 euros, neuve, on enlève 5 000 euros de bonus, il reste 10 000 euros à financer. Si le leasing est sur 4 ans, mettons, c'est pour faire comprendre le principe, tu vas te dire qu'au bout de 4 ans, ta voiture, elle vaudra encore 10 000 euros, 50% du prix, et donc il faut faire un loyer sur les 10 000 euros restants, les 10 000 euros à financer. Mais si tu fais 100 euros par mois, ça fait 6 000 euros, et encore, tu n'as pas payé de frais financiers, sur 5 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, il manque des sous, c'est pas assez. Donc il y a 2 solutions, il y a 2 solutions, soit ils ouvrent au marché de l'occasion, mais là, le véhicule d'occasion électrique, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est un marché qui est très peu structuré. Soit tu augmentes la valeur résiduelle de la voiture en disant, non, au bout de 4 ans, elle ne vaudra pas 10, mais elle en vaudra encore 15. Mais là, il y a un risque. Parce que l'évolution technologique de la voiture électrique fait que dans 5 ans, il y aura Et des puis, voitures c'est pas toi qui le décide, de toute façon, c'est le marché qui va le décider. ce sont les organismes de crédit, les organismes qui font du leasing, Ah oui, qui d'accord. portent le risque en fait. Ouais. Parce qu'ils reprennent la voiture au bout de 4 ans, Ouais. et s'ils reprennent une voiture 15 000 euros, alors qu'en réalité son vrai prix c'est 10 000, ils se retrouvent avec un gap de 5 000 euros qu'ils portent dans leur compte. Donc en fait, la valeur résiduelle de la voiture électrique, elle est difficile à calculer parce que le marché est quand même récent en quelque sorte.
et que le progrès technique fait que les voitures électriques dans 5 ans seront certainement beaucoup plus performantes en termes d'autonomie et de temps de recharge qu'aujourd'hui. Donc les vieilles voitures auront certainement plus décoté. La seule solution pour s'en sortir de ça, la seule solution, c'est que l'État fasse un super bonus, c'est-à-dire qu'ils disent pas, je parlais la solution mathématique en quelque sorte, c'est que ce soit pas 5 000 euros, mais que ce soit, mettons, 10 000 euros, mais uniquement réservé à très très peu de ménages. C'est-à-dire critères de ressources hyper stricts. Et là, pour limiter les coûts, évidemment, en disant, bah voilà, les ménages qui gagnent moins, je ne sais pas, de 12 000 euros par an, 15 000 euros par an, eux, on va leur faire un bonus de 10 000 et ils peuvent avoir le 100 euros. On verra, de toute façon, ça va être annoncé bientôt, mais c'est une équation Mais tu peux pas difficile à allonger, résoudre. si tu amortis, c'était super clair, hein, merci. Donc 25 000 euros, tu enlèves 5 000 euros de batterie, il reste 20 000 euros, valeur résiduelle de 10 000, mais si tu allonges justement la durée d'amortissement de cette valeur résiduelle, à ce moment-là, tu peux t'y retrouver avec tes 100 euros par mois. Oui, mais sauf que la voiture, à la fin, si tu pars sur un crédit sur 10 ans, par exemple, un leasing sur Elle 10 ne ans, tiendra pas 10 ans. c'est même pas. Si elle peut peut-être tenir, mais c'est surtout qu'au bout de 10 ans, la valeur résiduelle, c'est plus 10 000 euros, mais ce sera 1 500 euros. Donc il faut. Donc en fait, t'es coincé. T'es coincé par Et ça. notamment avec l'amélioration technologique. C'est ça. en plus Il y a sur il y a les un aléa voitures. fort, un aléa technologique fort. Oui. Aujourd'hui, la valeur d'usage pour beaucoup de Français d'une voiture électrique est bien inférieure à la bête voiture thermique qu'ils peuvent acheter. Bien sûr. Et c'est ça le problème. Si vous discutez, moi ça m'arrive avec des gens, effectivement, des artisans, où je leur dis, bah, vous devez passer bientôt à l'électrique. Moi j'ai eu 2 fois la réaction, je ne vais pas acheter une voiture à pile. Aujourd'hui, moi j'ai besoin d'avoir de l'autonomie. Aujourd'hui, là, l'autonomie... Non mais... L'artisan, quand même, globalement. Ils sont très ciblés par les zones à faible émission. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça va être. Les gars, ils vont être un peu obligés d'y passer. Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que là, tu emploies le très bon terme. Ils vont être obligés d'y passer. Mais je ne sais pas si c'est eux la cible, tu vois, Wilfried, les artisans. Mais imaginons que ce ne soit pas la cible. Aujourd'hui, la seule voiture qui est capable de faire 500 km d'autoroute sans s'arrêter. Il y en a une seule voiture électrique sur l'intégralité du parc français. Non, mais il y en a une seule. C'est la Mercedes EQS 450 à 132 000 euros. C'est la seule. Tout le monde peut se payer du coup. Exactement, c'est la Je ne crois seule pas que ce soit le sujet. Mais si, parce que ça veut dire que n'importe quel Clio ou 208 thermique est capable de faire 500 km d'autoroute. Il n'y a aucun problème. Sauf que là, vous devez dépenser 132 000 euros pour avoir la même chose, pour avoir la même liberté. En tout cas, le risque, c'est un vrai problème. Il y a un vrai risque, c'est qu'en 2035, quand il n'y aura plus de voitures thermiques à vendre, que des voitures électriques, qu'on se retrouve face à un marché de la voiture électrique à des niveaux de prix stratosphériques, y compris pour les voitures d'entrée de gamme, donc inaccessibles au plus grand nombre. Et donc là, il y a une vraie question sociale. Parce que là, si dans la le même question temps, d'autonomie on dit aux gens, vous ne pouvez pas rentrer dans les centres-villes, y compris les classes moyennes, les fameuses classes moyennes, qui ne seront pas forcément éligibles au leasing social. Qu'est-ce qu'elles font ? Honnêtement, Non, mais tu m'as très clairement démontré que ce leasing social était infaisable. En tout cas, il va falloir mettre de l'argent public sur la table. Il ne peut pas, enfin. Oui, mais alors. Nous la laisse après, on est pas on est PS après, de toute façon. Non, et puis en plus, le problème, ce qu'il prend en compte, c'est qu'il ne veut pas que ce soit des voitures chinoises en plus qui. Absolument. Soit. La moins chère, c'est la Spring. C'est la Spring, elle est 100% Chine. Même les pneus sont chinois, me disait un spécialiste. Il y a des nouveaux modèles qui vont arriver. Il y a des nouveaux modèles qui vont arriver qui sont peut-être un petit peu. Avec des pneus chinois quand même. On prendra le train. Voilà, bon réflexe. Bon, merci chers amis, merci à tous. Et puis on se retrouve demain pour continuer ces débats passionnants.